Jean-Pierre Vernant est un historien et anthropologue français du XXe siècle, spécialiste de la Grèce antique, qui a été professeur au Collège de France. La démarche intellectuelle de Jean-Pierre Vernant s'inscrit dans le courant de la psychologie historique. Autrement dit, c'est en analysant les productions humaines de l'histoire que l'on peut remonter jusqu'aux processus psychologiques et cognitifs qui leur ont donné naissance. Les processus psychologiques ne sont pas considérés comme fixés dans le temps, et leur évolution doit être étudiée en tenant compte qu'elle se fait par fragments et pas de façon unie et linéaire. Jean-Pierre Vernant introduit un élément de comparaison temporelle et spatiale entre différentes civilisations pour aboutir à une anthropologie historique. Ce type d'étude propose de savoir comment, dans une culture, les attitudes psychologiques, les attitudes personnelles et les pratiques mentales sont différentes d'autres civilisations. Le sujet d'étude de Jean-Pierre Vernant a été la Grèce antique, et il s'est particulièrement intéressé à qui était l'homme grec. L'homme grec, en tant que tel, ne doit pas être entendu comme la définition immuable et rigide d'un comportement ou d'une psychologie particulière. Il s'agit plutôt de déterminer comment les hommes en Grèce ont évolué dans leur façon de vivre, de faire et de penser entre le 8e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Ainsi, la question est de trouver quels traits typiques permettent de distinguer les Grecs des autres civilisations à travers le temps et l'espace. Les bornes du 8e et 4e siècle renvoient à l'intervalle de temps entre les écrits d'Homère et les œuvres des grands tragiques. La méthode de Jean-Pierre Vernant, outre l'analyse des différents objets d'étude, textes ou représentations figurées qui nous sont parvenus de l'Antiquité, repose sur la discussion en réunion de différents spécialistes de diverses civilisations. Les discussions doivent s'articuler autour de thèmes généraux, comme par exemple le profil de la guerre, de la vie sociale, de certaines formes de pensée en Grèce, en Chine, en Égypte ou en Amazonie. Ces discussions permettent de mettre en lumière les singularités de chaque civilisation, tant dans ce qu'elles ont construit que dans ce qu'elles ont laissé de côté. L'homme grec a évolué entre le 8e et le 4e siècle. La Grèce est passée d'une tradition orale avec la poésie et le merveilleux à une tradition écrite caractérisée par des textes de résolution de problèmes par des procédés intellectuels. Ce passage a été appelé le miracle grec, ou le passage du mythe à la raison. Ce fameux miracle a surtout, en fait, été un changement progressif dans la forme d'intelligence. Dans les sociétés traditionnelles, il s'agit de répéter de façon exacte, sans changer un seul mot, ce qui a été dit auparavant. Dans le modèle grec, chaque auteur pense introduire un élément nouveau qui vient s'ajouter au reste. Ainsi, le savoir acquiert un caractère cumulatif. De nombreuses productions humaines découlent de ce mode de pensée qui fait appel à l'argumentation, à la démonstration, au raisonnement, à la réponse à des objections. L'homme grec cherche ainsi ce qui est certain, démontrable et immuable. Ainsi, des avancées dans les connaissances scientifiques seront faites, mais certains pans de recherche ne seront pas explorés, comme le magnétisme par exemple, qui sera un sujet d'étude des civilisations d'Extrême-Orient. Ce mode de pensée apparaît déjà dans Homère sur l'une des scènes du bouclier d'Achille, décrite comme ceci. Les hommes sont sur la Grand-Place. Un conflit s'est élevé et deux hommes disputent sur le prix du sang pour un autre homme tué. L'un prétend avoir tout payé et il le déclare au peuple. L'autre nie avoir rien reçu. Tous deux recourent à un juge pour avoir une décision.
Les gens crient en faveur, soit de l'un, soit de l'autre, et, pour les soutenir, forment deux partis. Des héros contiennent la foule. Les anciens sont assis sur des pierres polies, dans un cercle sacré. Ils ont dans les mains le bâton des héros sonores. Et ces bâtons en main, qu'ils se lèvent et prononcent, chacun à son tour. Au milieu d'eux, à terre, sont deux talents d'or. Ils iront à celui qui, parmi eux, dira l'arrêt le plus droit. Fin de citation. Dans cet exemple, le débat public est au centre, comme dans le système politique des cités-États, avec l'écoute des vieillards qui préfigurent un système judiciaire. Les sociétés traditionnelles sont stratifiées, avec au sommet un membre considéré comme différent du reste, un membre qui fait la jonction entre les hommes et les dieux, et qui détient un pouvoir de domination par son caractère sacré, pour le dire plus simplement, un roi. La société grecque va évoluer à partir des monarchies présentes dans l'Iliade pour constituer des communautés humaines où aucun membre n'est dominé par un autre. Tous les membres de la communauté sont libres et liés entre eux par une relation d'amitié, la philia. Le pouvoir de domination n'est pas incarné par une personne. Il est placé au centre des membres, à égale distance. Ce pouvoir est devenu quelque chose d'intellectuel, porté par le débat ouvert, public et libre. Il n'est plus porté par la parole du roi. Plusieurs inventions découlent de cette évolution. Il y a par exemple les mathématiques déductives ou une médecine positive. Les Grecs inventent aussi la monnaie. Avant, la valeur était une notion religieuse. Avec la monnaie, les citoyens ont un critère objectif et mesurable de la valeur des choses. Sur le plan des arts, l'homme grec invente la tragédie. Il ne s'agit plus, comme avant, que le poète raconte une histoire, se transportant lui et son auditoire dans ce qui a été. Avec la tragédie, ce sont les personnages eux-mêmes qui parlent comme s'ils étaient là. La tragédie, comme la statuaire d'ailleurs, donne corps à l'invisible, qui permet de voir par l'esthétique de cet univers fictif ce que peut être le divin. Concernant la religion, il n'y a pas qu'un Dieu en Grèce, pas d'être unique, infini, parfait et éternel. Il y a plusieurs dieux, chacun occupant une certaine place et une certaine fonction dans le cosmos et limitant le pouvoir des autres. Les dieux n'ont pas créé le monde. C'est le monde qui a créé les dieux. Pour mémoire, pour l'homme grec, c'est à partir de deux entités qui sont aussi des noms communs, Gaïa et Chaos, que le monde s'organise. Les dieux, qui se succèdent, font partie du monde. Ils sont du même monde que les hommes. La séparation n'est pas entre le mondain et le divin. Presque chaque acte de la vie est un acte religieux. Et les dieux sont aussi les dieux de la cité. Ce sont les citoyens qui décident de l'acceptation d'une divinité, du culte ou de la consultation de l'oracle à Delphes. Les perfections des dieux prolongent les perfections des humains, sans coupure dans le cosmos. Il n'y a pas de texte sacré, pas de vérité définitive et pas de dogme. Ce sont les philosophes qui essaient de définir ce qu'est l'absolu et la vérité par une recherche intellectuelle et non pas par tradition. C'est dans le rapport avec l'autre que l'homme grec sait qui il est. Il n'est pas question d'introspection ou de la tenue de journal intime. Ce qui est fondamental, c'est l'honneur et la honte. Ainsi sont évacués le devoir, la culpabilité, le remords ou le sentiment de la faute. Il s'agit d'être le meilleur, comme les fameux aristocrates. Le meilleur voulant dire surtout beau et bon, dans une approche esthétique de l'être, dans un monde grec où prime le courage,
la vérité et la beauté. Merci de votre attention.